approprié. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on a... On travaille cette partie-là, on est d'accord. On va voir. Comment est-ce qu'on a planifié l'activité agricole pour que ça réponde à notre rêve et aux besoins définis précédemment. Donc là, il y a différents aspects à prendre en compte lorsqu'on planifie une activité agricole. Donc, un aspect important pour nous, c'est tout ce qui était relatif au temps et au travail. Comme on vous a dit tout à l'heure, on ne voulait pas avoir trop le nez dans le guidon. Donc déjà, on s'est dit une activité qui nous demande au maximum 9 mois de travail par an. L'idée de pouvoir se dégager 3 mois, ce qui est vachement compliqué, mais pour le moment... un travail à mi-temps. L'idée, c'est de... Alors, c'est compliqué, en fait, parce qu'un mi-temps, on n'est pas à 35 heures et tous les jours de l'année, ça ne se ressemble pas. Il y a des périodes de l'année où on a des gros coups de bourre, beaucoup plus que d'autres. Mais avoir un peu cette vision globale de dimensionner l'activité de façon à ce que ça soit un mi-temps et d'avoir l'autre moitié du temps disponible en particulier pour nos enfants. Et pour nous, et pour faire d'autres choses, et voilà, se détendre et faire la fête et faire de la musique et toutes ces choses-là. Du coup, pour ça qu'on s'était dit, en fait, on dimensionne ça maximum 5000 m². Là, on est en train de se dire que sans doute ça va passer à moins. On est à plus déjà de 5000 m². Ça, c'est un schéma qui représente les rêves de... Ça fait un an et demi. Je pense qu'on est à plus de ça. Et la réflexion qu'on s'est fait, c'est peut-être on va diminuer. Peut-être on va diminuer, surtout si il y a le cas de que personne prend relais de la parcelle de Pépé. Et si un jour Charlotte décide de partir. Si un jour il y a ces deux éléments de système qui partent, ou qu'il n'y a pas de relais, on va se trouver à une surface qu'on n'a pas envie de gérer. C'est un peu lié au point suivant, qui est aussi vraiment important pour nous depuis le début. La non-dépendance de woofers ou des gens de passage. De se dire, s'ils sont là, c'est génial, et particulièrement cette année, on en profite à fond. C'est un soutien énorme. Mais concevoir le système pour si l'année prochaine, il n'y a personne, et que ça marche quand même, que ça tourne quand même. Du coup, que ça fonctionnera différemment, qu'il y aura sans doute beaucoup plus d'engrais verts à la Milpa. Et voilà, la Milpa, c'est la parcelle là-bas que gère Pépé cette année. Mais bon, que ça puisse quand même tourner. Voilà. Vous pouvez poser des questions, faire des observations. Si vous n'en avez pas, je continue. Une autre question importante, c'était pour qui on fait des légumes, pour qui on cultive. Et donc là, ce qui était très clair pour nous, vous l'avez dit hier, c'est qu'on cultive d'abord pour nous. Alors j'ai mis nous et notre tribu, c'est nous et les gens qui passent ici. Il y a eu des époques où on a été vraiment nombreux ici. Là, il y a Pépé, Pauline et Charlotte. Donc on se retrouve quand même à 5 adultes et 3 enfants. Il y a eu des moments, des années où on était encore plus nombreux. Donc ça fait beaucoup de gens à nourrir, en sachant qu'en plus, on s'alimente essentiellement de légumes. On revient au truc d'hier. Ça veut dire quoi, nourrir le monde? Comment Et légumes et des choses qu'on ne considère pas... comme les maïs, l'haricot, on fait pas mal de cultures qui sont vraiment caloriques, qui ne rentreraient pas vraiment dans les trucs pour la vente, ou classifiés comme légumes, mais qu'on ne vit pas de manger des légumes. Toutes les cultures traditionnelles, il y a des piliers de nourriture qui sont plus de l'ambit de l'agriculture, du domaine des céréales, du domaine de l'agriculture. Donc nous, pour nous, le système de culture qu'on a fait et tout ça, on a cette truc abstrait, on l'a concentré. Si on continuerait les schémas, ici il y aurait patates, courges, maïs, haricots secs. Fèves. Céréales un peu aussi. On a fait du seigle. En tout cas, voilà, faire des choses pour nous, pour vraiment s'alimenter. Parce que l'autonomie alimentaire, c'est un joli rêve. C'est peut-être quelque chose qui fait partie de vos rêves à vous. Après, dans la pratique, comment le mettre en place? Voilà, c'est vrai, comme disait Joanne, on ne s'alimente pas que de salade et de tomates. Donc, voir comment on peut le mettre en œuvre. Suffisamment diversifié pour être moins tenté de passer à la Biocoop ou à Intermarché. Il faut avoir quand même pas mal de choses au jardin. En sachant qu'il y a des périodes de l'année où c'est quand même beaucoup moins diversifié que d'autres. Mais du coup, après, on est hyper content quand arrive la période où c'est plus diversifié. Et voilà, c'était quelque chose de très très important pour nous, vraiment de s'alimenter en lien avec ce qu'on est en mesure de produire. Et du coup, planifier notre production
en fonction de comment on s'alimente. En continu, qu'il y ait des choses toute l'année, ou le plus possible toute l'année. Et j'ai mis faire des conserves. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'on connaît plein de gens qui sont qui ont aussi une activité agricole commerciale, qui du coup vendent tout, et ils n'ont plus assez pour eux pour se faire des conserves et pour manger toute l'année. Et donc pour nous, c'était très clair que la priorité, c'était ça. Même si les tomates, on peut les vendre à un prix intéressant et que les gens nous le demandent, si on n'a pas fait suffisamment de conserves pour tenir tout l'hiver et surtout tout le printemps, qui est la période où on en mange le plus, bah, la priorité, c'est ça. Et après, pour qui? On a fait le choix d'une commercialisation en local. Ce qui n'est pas évident, bon, ça c'est déjà lié un peu à, on va dire, à l'analyse des ressources et de l'environnement, le contexte socio-économique. On est dans une zone très rurale où les gens n'ont pas beaucoup d'argent et sont globalement pas très intéressés par le bio. Et s'ils sont intéressés par le bio, bah, ils font eux-mêmes leur jardin. Et là, donc on a vu en arrivant ici que la plupart des maraîchers bio qui nous entourent, enfin la plupart, la totalité, vendent à Toulouse, dans la banlieue toulousaine. Et ça, justement, pour nous, c'était pas cohérent avec tout un ensemble de valeurs et de principes qu'il y avait par ailleurs. Donc on a misé sur la commercialisation locale, mais ça veut dire aussi qu'il y a un certain seuil de production qu'on ne peut pas dépasser. D'accord? Il y a certains trucs, par exemple, je sais pas, les courgettes. Les courgettes, je ne sais pas si vous avez vu, on a une ligne de courgettes, on n'en a pas beaucoup. Parce qu'en commercialisant localement, on ne pourrait pas en vendre plus. Les courgettes, à partir du mois de juillet, mi-juillet, ça déborde de partout, tout le monde en a trop, tout le monde en donne à ses voisins, et donc ça ne sert à rien d'en produire plus. Donc on commercialise, on fait des paniers sur commande, donc c'est complètement libre. Ça aussi, c'est une adaptation au contexte socio-économique. Comme les gens qui nous achètent des légumes, la plupart, ils font aussi leur jardin, ils complètent chez nous. Donc voilà, des paniers sur commande, une épicerie à Boulogne, avec laquelle on travaille beaucoup, celle qu'on a livrée ce matin, qui est un magasin de primeurs, un restaurant aussi à Boulogne avec lequel on travaille régulièrement, et la cantine d'une école qu'on approvisionne. C'est très peu. Maintenant, ça a descendu énormément. Ouais. Le reste de l'école, vraiment, c'est symbolique. Tout ça, ça a la caractéristique d'être assez aléatoire. Les paniers, il y a des semaines où il y en a plein, des semaines où il y en a beaucoup moins, en fonction de ce qu'on offre et en fonction d'autres facteurs. Donc voilà, c'est pas une AMAP, il n'y a pas d'engagement, donc c'est très aléatoire. L'épicerie aussi, des fois elle nous prend plein de trucs et des fois rien. Le resto et l'école, pareil. Donc ça va déterminer aussi quelle culture. Quelle culture? Des cultures de bonne conservation, justement par rapport à ça. On a besoin de ne pas cultiver des choses où il faut les vendre tout de suite ou sinon ça se perd. Dans la mesure du possible, ou sinon ces choses-là, on essaye vraiment de ne pas en faire trop. Exemple. Les courgettes? Les patates? Par exemple les courgettes. Effectivement, les courgettes, au bout d'une semaine, 10 jours, elles sont plus très vendables. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme légumes? Ou si on ne le vend pas tout de suite, c'est compliqué? Les salades. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres. Les petits fruits, on pourrait aussi les mettre là-dedans. Les petits fruits, c'est un truc où ou bien on le met en congélo et on n'a pas de congélateur, parce que autonomie énergétique, on a juste un petit panneau solaire. Voilà. Encore une fois, vision globale. Donc voilà, on a mis le paquet sur des légumes. Les poireaux, c'est génial. Ils sont en terre pendant des mois. On récolte au fur et à mesure des besoins et des commandes. Les patates, on peut les stocker. Les oignons, on peut les stocker. L'ail, on peut le stocker. Voilà, c'est des légumes qu'on fait en plus grosse quantité. Les courges, c'est génial aussi. Pareil, on les stocke pendant des mois et ça part petit à petit. Voilà, ça c'est une contrainte. On a aussi choisi les cultures. Donc là, il y a un choix technique par rapport au choix technique qu'on a fait au niveau culturel. On vous l'a expliqué hier, on est en non-labour. On n'a jamais travaillé le sol. Non-labour mécanique. Non-labour mécanique. Nous sommes en labour... Biologique. Merci. En labour biologique. Ça veut dire que faire des carottes, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Pour l'instant, un jour on y arrivera. Et donc pour l'instant, on n'en fait pas pour la vente. Même si les gens des paniers nous disent on veut des carottes. Alors, c'est un petit peu compliqué pour nous en ce moment. Voilà, donc, et pareil, comme on n'est pas mécanisé, il y a certaines choses qu'on ne fait pas ou peu ou dans des petites, des petites quantités. Comme quoi, à part les carottes? À part les carottes, par rapport à la mécanisation. Beaucoup de légumes racines, presque tous. Des navets, des choux raves, des choses comme ça. Ça, les choux raves, surtout parce qu'il n'y a pas trop de marché ici. On a essayé d'en faire, et de toute façon, personne ne les achetait, ils montaient. Et, voilà.
c'est ça aussi les légumes. De toute façon, on a essayé des choses et au final, on voit voilà, quelles sont les cultures qui marchent bien avec notre sol, qui sont adaptées à nos choix culturels, qui correspondent au marché local, qui correspondent à nos goûts et notre alimentation aussi. Il y a des choses, on les fait et en fait, on voit qu'on ne les consomme pas, on n'a vraiment pas l'habitude, ou on n'aime pas trop. C'est un peu le cas du chou rave aussi. Au final, si même nous, si on les vendait pas et même nous, on les mangeait pas trop, bah, on va vraiment en faire pas beaucoup, quoi. Ça sert à rien d'en planter toute une planche. Voilà, et donc ça, tout ça, c'est lié aussi à ce qu'on verra plus cet après-midi, mais l'analyse de secteur. Le fait qu'on a une terre argileuse, lourde, notre orientation, sud-sud-est, et le fait qu'on a peu ou pas d'irrigation. Ça conditionne aussi pas mal ce qu'on va faire. J'en reviens aussi aux salades. Les salades au printemps, on réussit bien. En été, sans eau, c'est compliqué. Alors, peu ou pas d'irrigation, vous le verrez cet après-midi avec l'analyse de secteur. Il y a certaines zones qu'on peut arroser et sur lesquelles on fait pousser les salades. Mais bon, on ne va pas en mettre au milieu du pré. Voilà, et donc après, tout le design de l'espace de culture, c'est lié à l'analyse de secteur et ces choses dont on a parlé. Il y a aussi toute cette idée, on verra cet après-midi, qui est essentielle dans notre projet, c'est au niveau du stockage, de la captation et du stockage de l'eau de pluie et des eaux grises. Comme on n'a pas d'eau sur notre terrain, on n'a pas de source, on n'a pas de puits, voilà, ça c'est les stratégies qu'on a développées pour quand même en avoir un petit peu. Toute cette dimension de création et d'expérimentation qui est très importante pour nous. Vous vous rappelez, ça faisait partie de notre rêve et de nos besoins. L'espace de culture, en plus d'être un espace productif, c'est aussi un support pédagogique. Et la dimension esthétique. C'était Étienne, il est où? C'était là, pardon. Voilà. Pour nous, c'est une dimension importante aussi, parce que c'est notre lieu de vie, parce qu'on avait ces besoins d'harmonie avec la nature, de beauté. Donc voilà, pour nous aussi, on ne voulait pas se retrouver avec ces lignes de 300 mètres qu'on voit dans certaines exploitations, ça ne nous correspondait pas. 300 mètres, peut-être un peu trop. Ouais, c'est peut-être beaucoup. Bon, 70, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et enfin, dernier aspect qui est très important pour toute la planification de l'activité agricole, c'est la partie d'audit économique. Comme dit Joanne, un des outils. On est là, on est en train de sauter certaines étapes, c'est ce qu'a dit Marguerite pour expliquer tout ce coup. On est en évaluation. Un des outils qu'on utilise, c'est l'audit économique qui va en lien avec sortir les besoins économiques. C'est de travailler clairement sur quels sont les besoins économiques pour créer une activité qui va en résonance à ça. Ni la surdimensionnée, ni la sous-dimensionnée. Là-dedans, en fait, on mélange plein de choses, à la fois de la zone 0,0, des ressources et de l'évaluation. Mais en gros, c'est tout ce qu'on prend en compte avant de faire vraiment le design. Pas un revenu unique, ça c'était quelque chose qui était clair pour nous dès le départ aussi. L'activité agricole, c'est un revenu parmi d'autres. Parce en fait, c'est pas un revenu unique parce qu'on n'a pas aussi envie d'avoir une seule activité. Et là aussi, c'est lié à la réflexion sur vraiment le mode de vie paysan. La différence entre paysans et exploitants agricoles. Les paysans, partout dans le monde et dans nos pays il n'y a pas si longtemps, ils étaient tous pluriactifs. Ils produisaient pour eux, ils produisaient pour la vente, et puis en hiver, quand ils n'étaient pas dans les champs, ils fabriquaient des chaussures, ou ils réparaient des chaudrons, ou j'en sais rien. Voilà, et c'est ce qui se passe partout dans le monde. À notre époque, on nous a mis dans l'idée qu'on fait un truc, il faut le faire bien, il faut le faire en grand, et on fait que ça. Et on a cette étiquette d'exploitant agricole. Donc voilà, nous, on n'a jamais eu cette idée-là. On s'est toujours dit, le maraîchage, dans le sens de la production de légumes pour la vente, c'est un aspect de notre vie et parmi d'autres. Mais on a envie de continuer à développer les autres. Donc, pour les autres, dans nos cas, c'est l'activité de formation, c'est de musique. Marguerite joue en tant que semi-professionnelle de temps en temps. Au début, surtout d'être ici, j'avais travaillé même quelques mois dans l'abattoir de Castelnau, de Montléon, en travaillant à faire l'entretien des jardins de pas mal d'anglais et allemands. Quoi d'autre j'ai fait? Des maçons aussi, parce que j'ai certaines connaissances à niveau de ça, donc, voilà. Pour une voisine, des choses comme ça. Voilà, essayer de travailler cette... on parlait de la diversité, l'importance de la diversité dans les écosystèmes. Donc essayer de travailler cette diversité personnelle aussi. Moi, je ne suis pas mon boulot. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas gare forestier, je ne suis pas ingénieur, architecte, je ne sais pas quoi.
c'est une facette de votre vie et vous pouvez faire plein d'autres trucs. Sortir de cette super spécialisation et s'identifier en plus avec. C'est ça. Et moi, ponctuellement, j'anime des ateliers sur d'autres sujets ou des AG pour des assos. L'idée, en fait, c'est toujours que ce soit des activités ponctuelles où on réussisse à s'organiser ensemble par rapport aux filles et par rapport au reste de la ferme. Mais l'idée aussi, c'est qu'on a envie de faire des choses nouvelles. Et chaque année, va pouvoir développer des nouveaux projets, apprendre, s'enrichir et que ça soit compatible avec tout le reste. Gros défi. Et enfin, pour parler sous, un autre aspect super important, on a organisé notre mode de vie, et ça correspond aussi à tout un cheminement personnel, à nos personnalités, etc., de façon à limiter nos besoins monétaires. Ça correspond vraiment à notre besoin de liberté qu'on avait mis au milieu. On ne veut pas être obligé de faire des choses parce qu'on a besoin de l'argent pour le vivre. Donc on a un mode de vie qui est assez frugal, parce qu'on récupère beaucoup de choses, parce qu'on a renoncé à beaucoup de choses, etc. Et donc voilà, concrètement, nos dépenses annuelles, c'est 6 500 € par an. Donc ça, c'est une moyenne. Pendant une année, on a vraiment fait l'exercice de tout noter, même la gaufre sur le marché, le billet de train pour aller voir les grands-parents et le cadeau de Noël de la nièce. Et voilà. Ça, c'est un exercice qu'on vous invite vraiment à faire, parce que c'est pas du tout facile en abstrait de savoir vraiment de combien on a besoin pour vivre, en plus lissé sur une année. Les époques de l'année, c'est très différent en fonction des mois, en fonction des jours. Et en règle générale, lorsqu'on évalue comme ça à la louche, on a tendance à largement sous-estimer. D'ailleurs, c'était notre cas aussi. Parce qu'on a vu, donc on vivait avec 550 € par mois, alors que nous, on était persuadés de vivre avec moins. Parce qu'on disait, ouais, en bouffe, il y a ça, en essence, il y a ça, allez, je sais pas, 300 € par mois. Et en fait, on dit, ouais, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a tel truc. Donc voilà, on en est plutôt à ce niveau-là. Et du coup, on s'est rendu compte que l'activité agricole, elle n'était pas très loin de couvrir ça. Donc là, on vous a mis notre bénéfice agricole, donc chiffre d'affaires moins toutes les charges, les quelque chose, en sachant qu'on a très peu de charges. On a cotisation MSA, cotisation solidaire, il y a très peu de choses. La mention nature et progrès, c'est pas grand-chose non plus. Quelques graines et quelques semences, pour celles qu'on ne produit pas, mais on essaye d'en produire beaucoup. Un peu de terreau. Il y a quelques matériels agricoles, quelques petits trucs. Mais voilà, on récupère énormément de choses. Comme on a plein de copains maraîchers qui, eux, achètent, cassent et se débarrassent de plein de trucs très régulièrement. Il y a aussi plein de choses qu'on n'a jamais eu besoin d'acheter. Et donc notre bénéfice agricole, en 2014, c'était 3 400 €, 2015, 4 500, l'année dernière, 2016, 5 500. Donc voilà, au final, même si notre objectif, ce n'est pas de vivre de l'activité agricole, on voit qu'on n'en est pas si loin et que ça ne nous paraît pas si démesuré, malgré tous les autres choix et toutes les autres contraintes de notre installation. Mais encore une fois, en vivre comme nous on en vit. Donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes toute cette question-là.